Euh, 1, 2, 1, 2. Bonjour. Alors du coup, je m'appelle Justin Pilosio. Je suis chercheur au Centre d'études de l'emploi et du travail et je travaille sur la régulation des nouvelles technologies sur le travail. La régulation des nouvelles technologies dans le contexte du travail. Et je remercie du coup les organisatrices et les organisateurs de cette journée pour l'invitation. Et donc on m'a donné cette responsabilité qui est de vous présenter quelques notions sur la transformation du travail face aux révolutions technologiques. Donc c'est un sujet très très large, donc je ne pourrais pas être exhaustif. Je suis désolé d'avance. Mais donc j'ai décidé de diviser ma présentation en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter un cadre historique et macroéconomique des révolutions technologiques. Dans un second temps, je vais évaluer les principales notions et représentations qu'on a actuellement du lien entre transformation du travail et changement technologique, et particulièrement avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, proposer une approche alternative de comment on peut se représenter ce lien entre transformation du travail et révolution technologique, ou en tout cas changement technologique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par révolution technologique? Alors ici, je me fonde principalement sur les travaux d'une historienne qui s'appelle Carlota Pérez, et qui définit en gros les révolutions technologiques comme un faisceau d'innovations majeures, interconnectées, qui transforment l'ensemble de l'activité économique. Donc j'insiste sur le caractère interconnecté, parce que par exemple là on parle de révolution de l'IA, mais en fait c'est toujours des coévolutions avec d'autres évolutions techniques. Par exemple, l'évolution dans les composants qui vont servir à l'entraînement de ces modèles, dans la capacité à produire et stocker des données, etc. Et donc, Carlota Pérez, à partir de cette définition, elle découpe en 5 périodes donc de révolution technologique qui traversent tout le capitalisme industriel, avec une première révolution qui est en fait la révolution industrielle. Donc comme ça, j'ai aussi défini ce qu'est la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, c'est fin du XVIIIe siècle, et c'est ce qui amorce justement ce capitalisme industriel où on va avoir le début d'une transformation du travail qui était fondée initialement sur le métier et qui va se reconfigurer progressivement par les avancées scientifiques et techniques. Et donc là, par exemple, on est vraiment sur un faisceau d'innovation interconnectée, parce que c'est pas juste la mécanisation du métier à tisser, c'est aussi celle du métier à filer, c'est le développement d'infrastructures de transport, les canaux en Angleterre, etc. Et actuellement, on serait donc dans une 5e révolution technologique. Ce serait l'ère des technologies de l'information et des télécommunications. Et ce que propose Carlota Pérez, dans une perspective schumpeterienne, c'est de prendre ces révolutions technologiques comme des cycles et de décomposer ces cycles en 5 phases. Donc là, vous avez une courbe qui modélise chaque cycle. Donc en ordonnée, vous avez le niveau de maturité de la technologie, et en abscisse, vous avez la temporalité, l'évolution de la technologie. Et donc dans une première phase, c'est une phase d'installation avec une nouvelle technologie qui émerge et qui apporte un ensemble de technologies radicales qui perturbent l'ordre économique et qui ouvrent un vaste espace d'opportunités d'innovation. Et ensuite, vous allez avoir une phase de frénésie avec une innovation qui est principalement financée par le capital financier et qui entraîne une spéculation intense et des déséquilibres croissants entre à la fois l'économie réelle et les marchés financiers. Et après, vous avez un point d'inflexion, un turning point, avec une crise généralement financière qui éclate et qui révèle les limites du modèle précédent et qui va amener à une restructuration institutionnelle, généralement avec l'intervention de l'État, pour permettre une croissance plus équilibrée. Et donc après, vous avez une phase de déploiement où le capital productif va prendre le relais, diffuser largement la nouvelle technologie dans l'ensemble de l'économie et prendre ce qu'il y a de meilleur dans ces technologies pour accroître la productivité. Et ensuite, progressivement, vous allez arriver à une situation de maturité avec des possibilités d'innovation qui vont s'épuiser. Les marchés vont à nouveau se saturer et vous allez avoir un nouveau cycle de rupture technologique qui, normalement, devrait arriver.
Et donc actuellement, c'est un peu compliqué pour les économistes de se situer sur ce schéma-là, parce qu'on est dans un contexte qui est le paradoxe de Solow. Donc ça, c'est Robert Solow, un économiste qui en 1987 disait que on trouve des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Et c'est vrai que c'est vraiment un problème, quoi. C'est que là, pour l'instant, on voit que ça s'informatise, que là, on a de plus en plus de nouvelles technologies qui s'introduisent dans les entreprises, mais il n'y a pas de croissance, quoi. Enfin, en tout cas, il y a une croissance qui stagne, en tout cas dans les pays occidentaux. Et donc là, ce modèle, il est intéressant, mais il s'intéresse beaucoup à l'évolution des technologies et au paradigme techno-économique. Et là, je vais vous présenter un autre modèle qui est celui de Adler et Bodrozig, qui sont des gestionnaires, et qui analyse, à partir du modèle de Pérez, l'association de chaque révolution technologique avec un nouveau paradigme organisationnel. Donc là, on rentre davantage dans la question du travail, avec donc à chaque révolution industrielle, technologique, un paradigme organisationnel qui va se développer et devenir hégémonique. Donc par exemple, à l'ère de la vapeur, vous allez avoir le paradigme qu'ils appellent de la firme professionnelle, avec une rationalisation de l'organisation sur les flux de décision, donc la naissance d'une hiérarchie managériale, de plus en plus une division entre propriétaires et gestionnaires. À l'ère du numérique, on serait dans une organisation en réseau, où l'enjeu, ce serait de rationaliser et de fluidifier les flux d'informations, parce qu'on serait sur des entreprises de plus en plus éclatées sur différents territoires. Et ce qu'ils analysent, c'est qu'à chaque révolution du modèle managérial, vous avez donc un cycle principal donc c'est le développement d'un modèle managérial dominant. Et ensuite, vous avez un cycle secondaire qui vise à corriger les effets du premier cycle, sans le remettre non plus en question. On n'est pas sur une opposition totale. Donc, par exemple, pour reprendre le cas de la firme, pardon, je me perds un petit peu, de la firme professionnelle, oui, pardon. Vous avez le développement d'un paradigme qui est celui de l'amélioration des conditions industrielles avec une gestion paternaliste. On va créer des bibliothèques dans les entreprises, des crèches, on va développer des organismes sociaux comme la YMCA, etc. Et qu'est-ce que ça nous dit donc sur les grandes tendances de la transformation du travail au fil de ces révolutions? C'est que on arrive à une rationalisation croissante du travail, avec à chaque révolution technologique, le travail qui devient de plus en plus structuré, mesuré, contrôlé, et le salarié devient de plus en plus un exécutant dans un système qui est de plus en plus optimisé. Et vous avez également la dispersion des travailleurs, avec une séparation de plus en plus importante entre le travailleur et la direction d'entreprise. Alors là, c'est quelque chose de... Là, je vous présente un modèle très général. Faut savoir que quand même, la révolution technologique, c'est une notion qui reste assez critiquée par les historiens, parce que en fait, ça implique souvent qu'on se représente ces évolutions historiques comme des ruptures très nettes, alors que vous avez, c'est moins le cas en fait. Vous avez beaucoup de situations hétérogènes. Donc par exemple, il y a un historien qui s'appelle Alain Deverbe qui analyse que au XIXe siècle, en France, alors en plus en France on s'est industrialisé assez tard, mais au XIXe siècle en France, vous avez à la fois vous avez la coexistence entre de grandes manufactures et de travail à domicile. Donc en fait, c'est jamais aussi net que ça, mais c'est des grands modèles qui sont quand même intéressants. Et donc sur la question plus spécifique du travail, cette question des évolutions technologiques, généralement sur le travail, on se pose les trois questions. Enfin, en tout cas, j'ai listé ces trois questions-là, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est celles qui me paraissent les plus évoquées. C'est la question de l'amélioration ou de la dégradation des conditions de travail. Donc, est-ce que l'introduction de nouvelles technologies améliore ou dégrade les conditions de travail? La question de la qualification ou de la déqualification. Est-ce que introduire de nouveaux dispositifs techniques, ça vise et ça amène à déqualifier le travailleur ou pas? Et ensuite, la question de la productivité, donc ça j'ai un peu répondu déjà avec le paradoxe de Solow, on n'est pas sur des effets automatiques, ou en tout cas il y a une certaine latence qu'on observe à chaque révolution technologique, mais là particulièrement.
Sur l'amélioration et la dégradation des conditions de travail, on a eu donc une période, les 30 glorieuses, quoi, où on avait un peu cette croyance en un progrès technique qui serait aussi un progrès pour le travail qui serait de plus en plus soutenable, de moins en moins pénible. Et en fait, on a des travaux en sociologie, en économie du travail qui, au début des années 80-90, ont remarqué qu'en fait, c'était pas si évident que ça. Et que par exemple, il y a les travaux de Michel Golac où il analyse que ces nouvelles technologies, en fait, elles servent aussi à intensifier le travail, donc augmenter la pénibilité. Et si on revient sur des exemples précédents, au 19e siècle, on parlait des machines comme de tueuses de bras. Donc, je veux dire, c'est pas de l'amélioration des conditions de travail. Et sur la question des qualifications, c'est un long débat dans les sciences sociales. Donc cette idée que le travailleur serait dépossédé de ses connaissances et de son métier pour arriver sur un poste de travail et faire un travail répétitif. Donc ça c'est un peu ce qu'a développé notamment George Friedman dans les années 50. Et ensuite vous avez des travaux par exemple de Pierre Naville qui analysent au contraire que c'est pas si évident que ça, encore une fois, que l'automatisation effectivement elle peut déqualifier les tâches. En les automatisant, mais ça peut également créer de nouvelles qualifications. Donc, par exemple, dans la gestion, la maintenance de machines, dans l'adaptation à des systèmes productifs de plus en plus complexes. Donc voilà. Et donc, maintenant, comment se situent donc ces discours, ces questions sur la question de l'intelligence artificielle ? Alors, vous avez sûrement vu tous ces chiffres apocalyptiques, disparition des emplois, fin du travail, ça fait peur. Hein. Donc, vous avez par exemple ces chiffres produits par Frey Osborne qui prédisent que 47% des emplois aux États-Unis sont exposés à l'automatisation dans les 2 prochaines décennies. Donc ça, c'était en 2017. Plus récemment, vous avez Bergeau qui, d'ailleurs, il a produit ces chiffres pour un rapport pour le ministère, le Premier ministre et pour le président de la République. Donc, c'est quand même des chiffres qui ont un impact aussi sur l'orientation des politiques publiques et sur les investissements qu'on va faire. Donc, il estime que 20% de l'emploi total en France sont des professions à la fois très exposées à l'intelligence artificielle et peu protégées par la présence de tâches difficiles à automatiser. Donc, bon, déjà, on voit que là, 47%, 9%, 20%, des fois on se base sur l'emploi, des fois on se base sur le métier, des fois on se base sur la profession. Donc, on a beaucoup de fluctuations sur les chiffres. Et donc là, je voudrais vous expliquer brièvement comment ces chiffres sont produits. En fait, ces chiffres, ils se basent sur un modèle produit par les économistes, en particulier les néoclassiques, qui est celui du modèle du changement technologique biaisé, où on va donc partir du principe analyser que le changement technologique favorise certains types de travail, certains types de compétences, au détriment d'autres, en modifiant du coup la répartition des revenus et ou de l'emploi. Donc dans un premier temps, c'était John Hicks dans les années 30 qui avait théorisé un modèle du biais technologique en faveur du capital et au détriment du travail. Donc vous introduisez des nouvelles technologies dans une industrie, ça va permettre à l'employeur de mieux contrôler sa masse salariale, de faire plus de produire plus. Pour le salarié, il va avoir un pouvoir de négociation moindre, il va être plus exposé au chômage, etc. Bon. Ensuite, il y a toute cette période du coup d'une neutralité de la technologie, puis après vous avez les chocs pétroliers. Donc là, on se dit que peut-être que la technologie a des effets, et donc on revient à un biais du changement technologique selon la qualification. Donc on analyse les effets de la technologie sur les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés ou moins qualifiés. Et donc, ce serait à l'avantage des travailleurs qualifiés. Sauf que ce modèle-là, il n'explique pas un phénomène qui s'observe à ce moment-là, qui est en fait la polarisation des emplois. Donc avec justement en fait une série d'emplois intermédiaires dans les qualifications qui vont justement être en difficulté, à l'inverse des emplois très qualifiés et peu qualifiés.
Et donc on va arriver au début des années 2000 avec un nouveau développement qui est un modèle du changement technologique biaisé selon le caractère routinier des tâches. Et c'est actuellement encore ce modèle qui est utilisé par les économistes pour faire ces prédictions. Donc ça, c'est l'idée que on va découper en fait dans un premier temps les tâches pour chaque profession. Donc vous avez des tâches routinières, non routinières, manuelles, cognitives. Et donc, dans un premier temps, les tâches qui vont être le plus susceptibles d'être automatisées, c'est les tâches manuelles routinières. Puis dans un second temps, les tâches cognitives routinières, etc. Et donc on a différents développements, améliorations de ce modèle-là. Et notamment du coup avec les dernières avancées dans l'IA, de plus en plus, on supprime d'ailleurs cette distinction entre 4 types de tâches, enfin deux types de tâches routinières, non routinières, manuelles, cognitives, et on va faire un continuum de tâches entre celles qui sont les moins probables d'être automatisées et les tâches les plus probables d'être automatisées. Et en disant que les avancées dans l'intelligence artificielle vont étendre les tâches potentiellement automatisables. Donc ce modèle-là, ça a un avantage, c'est que ça permet de faire des belles prévisions, parce que dès lors qu'on a des données sur les tâches exécutées dans chaque profession, on peut estimer voilà, que vous avez 47% de professions qui ont des tâches plus ou moins automatisables, etc. Bon. Le problème, c'est que c'est une vision, c'est un déterminisme technologique en fait. C'est-à-dire que le modèle du changement technologique biaisé repose sur l'idée que la technologie, en fonction de ses caractéristiques propres, détermine automatiquement quel type de tâches ou de compétences seront remplacées. Du coup, il suppose que les effets du progrès technique sur l'emploi et les inégalités sont mécaniquement liés à la nature de la technologie. On omet complètement le contexte organisationnel, les choix politiques, sociaux. On omet que la technologie, c'est le produit d'un rapport social. Et en fait, on rentre dans une abstraction du travail. On va représenter le travail comme un ensemble de tâches. En fait, on est sur une conception du travail comme travail prescrit, alors que bon, il y a toute la dimension réelle du travail, où c'est de la coordination entre différents travailleurs, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement reproduire avec des machines. Et ça ne permet pas non plus de prédire la création de nouveaux métiers. Ça ne permet pas non plus de penser le maintien de certains emplois. Donc, par exemple, là j'ai mis une photo d'une caisse automatique. Parce que dans les années 2010, on a eu du coup le développement de ces caisses automatiques et on se disait ça va supprimer le métier de caissière et de caissier. Finalement, ça coexiste avec les caissières et les caissiers, parce que les caissières et les caissiers sont plus efficaces que les clients. Pareil, là, j'ai pris une photo d'une usine Tesla. Donc ça, c'est tout un concept qui s'est développé, qui a été développé par certains ingénieurs. Donc c'est des lights out manufacturing. Désolé pour mon accent assez terrible. Pardon. Mais donc c'est l'idée de faire des usines plongées dans le noir, parce qu'on n'a plus besoin d'éclairer la chaîne de montage, parce que c'est les machines qui vont tout faire, on n'a plus besoin de travailleurs. Et donc là vous avez une photo où il me semble qu'il n'y a aucun travailleur. Donc en fait ça marche pas très bien. Tesla est revenu là-dessus. En fait, ça fonctionne pour certaines étapes dans la production de voitures, mais c'est pas si évident que ça. Donc voilà, il y a le maintien de certains métiers, il y a la création de nouveaux emplois. Par exemple, pour les caissières, il y a maintenant un métier qui est celui de surveillant de caisse automatique. D'ailleurs, un travail assez pénible par ailleurs. Et aussi, plutôt qu'un remplacement du travail, il faudrait plutôt parler d'un déplacement du travail, avec, par exemple, ces travailleurs du clic. Donc en fait, c'est que l'automatisation, c'est toujours une cristallisation d'un travail vivant dans des objets. Donc c'est ce que Marx appelle du travail mort. Mais en fait, ça implique toujours un travail humain derrière, en fait, pour construire ces machines. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien un terme qu'utilise Harry Breverman, où il dit qu'il préfère parler de prédétermination que d'automatisation. Et je pense que pour l'intelligence artificielle, on est là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'annoter, d'entraîner, de prédéterminer pour avoir les réponses adéquates sur un modèle génératif.
Et donc on est en fait, avec ces travailleurs du clic par exemple, on est sur un travail vivant qui est déguisé, qui donne l'illusion que ces modèles sont complètement autonomes, alors qu'en fait c'est toujours un travail manuel, pénible qui est derrière. Et par ailleurs, c'est aussi des fois, comme pour Onclusif, c'est aussi des fois une manière de faire de la délocalisation déguisée, quoi. Et surtout, cette façon de penser le changement technologique, c'est une représentation qui est limitée en fait des possibilités qu'offrent ces innovations technologiques. Donc c'est Brynjolfsson qui parle d'un piège de Turing, donc cette idée que on pense toujours ces évolutions technologiques comme on essaye de faire qu'elles singent le comportement humain. Donc là, par exemple, vous avez un benchmarking entre des différents modèles d'intelligence artificielle et on le compare toujours aux performances humaines, alors que c'est pas forcément la voie qui est la plus productive. Déjà, c'est pas la plus favorable aux travailleurs, mais c'est pas forcément la plus productive. Ça conduit à la concentration du pouvoir économique des détenteurs de ces technologies. Et c'est pas la plus productive parce qu'on est sur des innovations de procédés, pas sur des innovations de produits. On n'est pas sur des innovations radicales, c'est-à-dire qu'on essaie de gagner un peu de gain de productivité par-ci par-là, mais en fait on n'essaye pas de produire des innovations qui vont faire des choses que l'humain ne peut pas faire. Pour parler d'une référence bibliographique que je suis en train d'un livre que je suis en train de me lire actuellement, c'est 20 milieux sous les mers de Jules Verne, déjà c'est très bien. Et par exemple le sous-marin, bon bah, alors ça c'est vraiment un exemple extrême, hein, mais le sous-marin c'est typiquement une innovation radicale qu'on peut pas, c'est quelque chose que l'humain peut pas faire, quoi. Et c'est quand même assez stylé. et donc voilà, donc c'est vraiment cette approche de automatiser, singer le comportement humain, et qui est en fait l'approche aujourd'hui qu'on retrouve chez ces économistes qui font ces modélisations-là, chez les concepteurs de ces technologies, dans le monde des affaires, et c'est aussi la perspective des pouvoirs publics. Maintenant, je vais vous présenter un modèle alternatif, du coup, qui a été réalisé par mes collègues du Centre d'études de l'emploi et du travail, Nathalie Grinan et Sylvia Napolitano, et qui, du coup, propose un autre modèle pour penser ces transformations du travail. Donc, en fait, ils conçoivent la transformation technologique des entreprises comme une relation entre trois types d'investissements. Les investissements en recherche et développement, en technologie numérique, et en capacité d'apprentissage organisationnel. Et ensuite, il y a des innovations qui sont produites et qui modulent les effets sur le travail. Et donc cette capacité d'apprentissage organisationnel, c'est en fait l'aptitude d'une entreprise à favoriser l'apprentissage individuel et collectif par des pratiques de travail, de management et de formation qui stimulent l'autonomie, l'innovation et le partage de connaissances. Donc c'est par exemple la participation directe, les opportunités de formation, l'autonomie des salariés, etc. Alors ici, contrairement au modèle que je vous ai présenté avant du changement technologique biaisé, qui suppose une automatisation exogène des tâches, ce modèle-là, il souligne le rôle actif des entreprises et de leur organisation interne dans l'appropriation et la mise en œuvre de la technologie. Et donc, ils ont construit ce modèle, ils ont combiné des données européennes au niveau méso, donc des enquêtes sur les conditions de travail, etc. Et donc, du coup, ils ont obtenu les résultats suivants. Donc c'est que déjà l'effet de l'introduction de nouvelles technologies, les effets ne sont pas mécaniques. La technologie en fait ça crée des potentialités, mais c'est l'organisation et notamment donc cette capacité d'apprentissage qui détermine comment ces technologies sont utilisées, quel type d'innovation en découle et quelles conséquences pour les salariés. Et donc ce qu'ils observent, c'est que une forte capacité d'apprentissage organisationnel, c'est directement lié à plus de flexibilité du temps de travail orienté vers les besoins des salariés. Bon, ça peut aller sur des problèmes de droit à la déconnexion, etc. Mais ce qu'ils observent aussi, c'est que cette capacité d'apprentissage, elle protège contre le chômage, limite la polarisation des emplois, tandis que si on regarde seulement l'effet de l'usage des technologies numériques, ça peut avoir des effets ambigus, dépendant en fait du type d'innovation qu'elles engendrent. Donc là, je voudrais conclure. Donc toute cette présentation, en fait, pour moi, elle insiste sur le fait que faut pas se focaliser que sur la question de la technologie et de la révolution technologique.
mais qu'en fait, c'est toujours des choix politiques, sociaux, organisationnels, et que la technologie, c'est pas une force autonome qui aurait des effets prédictibles sur le travail. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas les robots ni les algorithmes qui vont dicter le futur du travail, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est la manière dont les entreprises, les décideurs publics et les collectifs de travailleurs s'en emparent, les adaptent et les orientent. Et donc à l'heure où on a cette question de que va faire la technologie, en fait il faudrait peut-être plutôt poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Merci pour votre attention.